Donc simplement, je parlais de votre suppléante, Christine Jouve, et ce que je vous disais tout à l'heure, donc la remarque qu'elle a fait sur le Larousse 2010, où un citoyen est celui qui a le souci de la rentabilité. Donc ça, c'est quelque chose de surprenant. Ben oui, c'est surprenant qu'un document des plus officiels, en l'occurrence qui sert de référence, eh bien, s'inscrit dans la logique dominante aujourd'hui, c'est la rentabilité financière. Et avec Christine Jouve, eh bien, justement, nous sommes tous les deux candidats pour nous opposer à cette logique-là. C'est d'ailleurs le thème que j'ai choisi sur ma première affiche, en précisant contre la dictature des banques, parce que les marchés financiers, c'est quelque chose d'assez confus, diffus pour les gens. Les banques, ce sont les instruments de ces politiques-là. Et effectivement, contre cette déclaration du Larousse, mais aussi surtout contre la pratique des marchés financiers qui étrangle aujourd'hui et qui impose l'austérité, avec l'accord et l'appui des gouvernants, eh bien, nous sommes candidats à l'élection législative de la 5e circonscription. Est-ce qu'il existe, ou est-ce que vous avez, je pense que ça existe, des sondages sur votre circonscription? Écoutez, en l'occurrence, aujourd'hui, d'une part, j'ai déjà l'écho des renseignements généraux, qui mettent en situation de pouvoir arriver en tête des formations de gauche dans la 5e circonscription. Puis il y a un certain nombre de sondages qui donnent aussi cette possibilité. Alors, elles donnent en fourchette, mais elles nous mettent en situation, compte tenu du panel de formations politiques, eh bien, elles donnent aussi le candidat du Front de gauche que je suis, avec un appui sur le score de Mélenchon, qui est le meilleur résultat départemental, 18,5 dans cette circonscription, 7 points de plus que le score national qu'il a fait. Hollande ayant fait 2,5 points, voire presque 3 points de moins que son score national, en situation de pouvoir disputer le leadership à gauche. Donc moi, Dumas, ce n'est pas mon adversaire, c'est mon concurrent. Mon adversaire, c'est la droite et l'extrême droite. Et je la combats. Je suis là pour faire reculer sa politique. Je suis là pour me battre. Je suis là pour le battre parce que j'ai contribué à faire battre Sarkozy. Et l'ensemble des 13 000 voix de Mélenchon de cette circonscription se sont reportées comme 4 millions au niveau national sur Hollande. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, il faut créer les conditions du changement. Et je me positionne pour que la gauche réussisse, pour que les engagements soient tenus. Et quelque part que l'on s'attaque au marché financier, à la rentabilité financière, à cette Europe aujourd'hui qui s'inscrit dans le marché libre et non faussé, un traité constitutionnel que ma sensibilité n'a pas voté, que la majorité des Français et des gens de cette circonscription ont refusé, et qu'hélas, le député sortant, il faut bien le dire, a soutenu. Je crois aujourd'hui, l'heure est à la renégociation, non pas avec un petit volet social ou un petit volet sur la croissance, tout en maintenant la réduction des déficits publics à 3% pour 2013, ce qui rendrait impossible en l'État, dans la mesure où on n'a pas renégocié cette dette, qu'il faudra renégocier et annuler pour une bonne partie, parce qu'elle relève pour l'essentiel des taux d'intérêt prohibitifs, très élevés, c'est le mot le plus juste, que les collectivités, que l'État paie, puisqu'il ne peut plus se refinancer auprès de la Banque Centrale Européenne. C'est les États qui l'ont décidé, les 27. Ils passent par les banques qui achètent l'argent à 1%, donc ils se refinancent à 1%, et qui prêtent à 5, à 6, à 10, 15, 20 et davantage en Grèce avec les politiques d'austérité que l'on voit. Donc pour que le changement réussisse, eh bien, il faut effectivement une vraie relance. Il faut augmenter le pouvoir d'achat de façon conséquente et pas seulement un coup de pouce. Il faut augmenter les pensions, les retraites, il faut augmenter les minima sociaux, la lutte handicapée aussi. Mais il faut également s'inscrire dans une renégociation de ce traité. Il ne faut plus que la Banque Centrale Européenne soit indépendante. Ça, c'est une bataille. Si la France, qui pèse fortement au niveau de l'Europe avec l'Allemagne, eh bien, porte cette exigence, il y aura un mouvement, je crois, en France et en Europe pour imposer cette réorientation de la construction européenne aujourd'hui, qui est en train de saigner les peuples, le peuple grec étant celui qui souffre le plus, évidemment, aujourd'hui, son 8e plan d'austérité. En Grèce, vous avez une infirmière touchée 1160 €, elle en touche 700 aujourd'hui. Un retraité touche 300 € par mois. Et on vient de dire aux salariés de la fonction publique qu'il faut qu'ils baissent encore leur pouvoir d'achat de 22%. Cette logique, il faut y tourner le dos. Il y a des discours maintenant qui commencent à dire que l'austérité, il faut peut-être voir autre chose. Il faut créer les conditions que la Banque Centrale Européenne ne soit plus indépendante, que les États aient le primat, la possibilité de créer de la richesse de façon anticipée pour l'emploi, le pouvoir d'achat, la réponse aux besoins, les services publics sur ces territoires qui souffrent. Je pense notamment aux fermetures de perception, je pense également à la poste, je pense au transport ferré, je pense également à l'éducation qui est une vraie question, et pas
en déshabillant Pierre pour habiller Paul, comme on nous le dit pour l'éducation, mais en créant des emplois. Mais pour créer des emplois, il faut s'en prendre à la finance. Il faut créer les conditions quelque part, et bien de faire en sorte que ceux qui gagnent le plus avec des opérations financières, avec des taux de rentabilité de 15%, eh bien, participent, je dirais, de cette solidarité nationale dont on a besoin. Il faut que la richesse soit mieux répartie. Une petite parenthèse, alors pour la 4e circonscription, en fait, le but est de... 5e. Non, mais de la 4e. Excusez-moi. Question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut lutter contre le populisme de Roustan, sa capacité à distribuer du pognon, comme il crie sur tous les toits, j'ai du pognon, ou avec son armada de technocrates qu'il a un peu sous sa coupe, est-ce qu'on peut lutter contre lui? D'abord, cette politique, elle mène où? À un taux de chômage les plus élevé, à une désindustrialisation, à un pouvoir d'achat qui est des plus bas de la région, à des difficultés en nombre pour les gens, et avec des scores du Front National importants aussi. C'est donc dire qu'il faut vraiment tourner la page. Or, Roustan, c'est un populiste, vous l'avez dit, mais comme toute fusée, il y a une dynamique qui les fait monter, au bout d'un moment elle stagne, et au autre moment elle redescend. Et là, je crois qu'ils sont au 3e stade. Les élections législatives, et mon collègue Édouard Chollet participe de ce mouvement, il vise à l'amplifier. C'est une étape vers d'autres échéances qui ne manqueront pas de venir et nous serons présents aussi. Et le point faible de Roustan, vous venez un peu d'en parler, c'est un peu une son point faible, tout simplement, pour lui, c'est sa difficulté à se connecter au niveau national. C'est à nier le fait qu'il est parlementaire UMP, responsable départemental de l'UMP, qu'il est porteur du bilan de Sarkozy à ce titre, et qu'il est porteur aussi de logique qui vise notamment à participer de la contraction de la dépense publique à l'échelle des territoires et l'intercommunalité en étant des moyens. Donc le retour au sujet principal en fait pour les Réboussiers, et il y a toujours Roustan évidemment dans ce sujet-là, c'est la fusion de la 2C2A, enfin le schéma départemental du préfet, qui passerait de 10 000 à 100, enfin j'arrondis à 100 000 habitants. Le projet de Bouzigues qui est toujours là n'a pas été signé mais a été voté. Et on peut se poser la question, quelle est la représentativité de la CDCI qui a été créée hâtivement et pas de façon peut-être très, très démocratique. On peut se dire en quoi un membre de la vallée du Rhône ou du Vigan est compétent pour trancher sur le vote du devenir de la 2C2A, puisque c'est le sujet qui nous importe aujourd'hui. Alors, on a d'abord un problème de démocratie. À l'heure de la décentralisation, du moins jusque-là, où on transférait des pouvoirs et des compétences aux collectivités, eh bien c'est le préfet qui, par autorité, décide de couper tranche à l'arrivée des découpages intercommunaux. Ça, c'est le premier élément. Moi, je suis favorable et partisan d'une démarche d'une communauté d'intérêt, c'est-à-dire d'une construction d'intercommunalité voulue et choisie sur la base de projets. Aujourd'hui, on construit une intercommunalité comment? Comment a fait Roustan? On se rassemble, c'est la communauté d'aubaine, on crée un potentat, je ne dis pas lequel, et à partir de là, on élargit ce territoire. Après, on réfléchit qu'est-ce qu'on fait. Et on impose comme ça à un certain nombre de collectivités des projets qui visent d'ailleurs souvent la ville-centre au détriment de la périphérie, notamment des petites communes rurales. Ça, c'est la réalité. Le deuxième élément, c'est qu'on fait croire que ça apporte de l'argent en plus aux collectivités. La réalité est beaucoup plus compliquée puisque c'est toujours la même enveloppe qu'on répartit. C'est-à-dire des communes vers l'intercommunalité, moins pour les communes, plus pour l'intercommunalité. Et dans l'intercommunalité, on donne une prime à ceux qui font la course à l'intercommunalité. Alors les premiers qui transfèrent des compétences, eh bien, ils participent. Et Roustan a été maître d'œuvre de ce point de vue, puisque c'est la première intercommunalité de France, la première agglo qui a été créée à Alès. Voilà. Aujourd'hui, on arrive au bout de ces dispositifs. Oui, ce système s'essouffle. Voilà. La même enveloppe, voire même en réduction, eh bien, il faut la répartir auprès de tout le monde. Et on s'aperçoit bien que ce qui est en jeu, en lien avec ce que je disais précédemment, c'est pour rembourser les taux d'intérêt des banques qui prêtent aux collectivités, notamment à l'État, eh bien, on contracte la dépense publique et, entre autres, on réduit les moyens des collectivités. Et l'intercommunalité, elle sert à ça. Or, un des gros enjeux, si on veut une intercommunauté choisie de projet, il faut quelque part qu'il y ait des moyens financiers pour les communes, pour les collectivités. Et ça, c'est un enjeu. Sinon, on va vers des logiques qui ne resteraient plus qu'au maire, l'état civil et la gerbe au monument aux morts.
Je crois que l'élu de proximité, qui est la commune, c'est le premier élu qu'on va voir quand il y a un problème, une difficulté de la commune. Il a une place et un rôle à jouer, il faut le revaloriser. Après, il faut faire de l'intercommunalité sur des projets, et on s'apercevra que le découpage territorial, il est souvent loin des projets établis par le préfet. C'est le cas, en l'occurrence, de l'extradition de la communauté du Grand Alès. Donc vous avez toujours soutenu notre combat, on vous a vu à des manifs en fait. Moi je suis venu en Duze, j'ai soutenu les manifs, mais j'étais le premier à m'opposer à la façon dont on construisait l'intercommunalité à Alès. À l'époque c'était le préfet de police Gaudin qui venait d'être démis, il était préfet du Gard, il est venu et à 5 communes dont il en a imposé 2 de force, Saint-Jean-du-Pin et Salem au passage, qu'a été créée l'intercommunalité à Alès. À cette date, tout début donc, moi je m'y suis opposé dans cette démarche, pas que je suis contre la coopération intercommunale, mais elle existait, les syndicats étaient un outil pour ça, ils ont fait preuve de leur efficacité. Or aujourd'hui on veut les liquider, on veut contracter la dépense publique et éloigner le citoyen du lieu de pouvoir, indépendamment de Roustan ou de quiconque. Comment une intercommunalité à 100 000, ou demain à 400 000, 500 000, parce que le préfet l'a dit, hein, Alès, Nîmes, Montpellier, Sète, après Avignon, Marseille, pour faire la pige à Barcelone, pour faire la pige à Toulouse, c'est la guerre économique. Mais comment, si on a des intercommunalités de ce niveau, le rapport de proximité des élus avec les gens? On éloigne. On éloigne. Et en plus, comment on fonctionne? On fonctionne avec des cabinets. Alors la petite commune qui ouvre sa mairie 2 heures par semaine, qui n'a qu'un salarié qui s'occupe de tout, hein, comment elle se trouve face à cette situation? Aujourd'hui, avec une réglementation qu'on augmente, une responsabilité qu'on accroît, sans donner aux communes les moyens, surtout en leur serrant la vis d'un point de vue financier, on vous amène des cabinets qui vous amènent des PowerPoint avec des grands projets où tout est ficelé, il n'y a plus qu'à lever la main. Voilà, cette logique-là, je crois qu'il est temps qu'on l'arrête, parce que la France a une chance, elle a 25 000 communes. Plus de communes réunies que dans toute l'Europe. Voilà. Et ça, eh bien, c'est un élément qui est un obstacle, quelque part, à la contraction de la dépense publique, parce que chacun défend ses territoires. Et c'est bien. Il faut qu'ils travaillent, qu'ils coopèrent ensemble, qu'ils existent en tant que tels. On est fort quand on est ensemble, mais on est fort aussi quand on existe. C'est l'addition qui fait le nombre, c'est la richesse aussi, la diversité, qui donne, je crois, toute la couleur à nos territoires. Et ces Cévennes en font largement partie. Juste pour terminer, donc en tant que député, quelle pourrait être votre action dans ce domaine? Alors sur cette question, moi, député, sur la question de l'intercommunalité, je suis pour une remise à plat de tout le projet intercommunal, de l'ensemble des réformes. D'abord, sur le conseil territorial, qui supprimerait les élus de proximité, surtout dans les petites communes. C'est ça qu'il faut dire et que les gens ne savent pas. Parce que ce n'est pas un problème d'indemnité d'élus. Ces gens-là ne sont pas rémunérés, mais ils disparaîtraient. Deuxièmement, au-delà même de cette réforme, il faut revenir à un mode de financement pour que les communes aient une autonomie financière. Ça veut dire par là qu'il faut qu'elles puissent avoir des dotations d'État et en même temps des ressources liées à l'activité, parce que je crois que c'est un élément important du point de vue des communes pour coopérer dans de bonnes conditions. Et troisièmement, il faut retravailler un mode de système électoral. Parce que moi je suis conseiller général d'un canton alésien, il y a 28 000 habitants. Il y a des petits cantons où il n'y en a pas 1000. Quand on vote, on a le même poids. Donc il y a une dose de proportionnel à intégrer dans ce cadre. Et enfin, sur les territoires, il faut réfléchir à une intercommunalité qui n'agglomère pas de force, mais qui définit, dit voilà, nous on a tel projet, qui est commun à nous. Eh bien, il faut qu'on travaille ensemble. Mais volontaire ou autre, et il faut que les populations puissent le décider et l'accepter. Quand on vote pour un maire, on vote pour le maire d'une commune, d'une politique communale. Si après on décide de passer dans une intercommunalité qui modifie complètement la donne, on est en dehors du mandat qui a été confié. Donc je suis pour le respect de la démocratie, c'est le sens de mon engagement et c'est ce que je veux faire demain en tant que député. Et si je suis élu, je m'inscris dans une démarche d'un conseil participatif de circonscription pour à la fois informer nos concitoyens, bien sûr les élus, le mouvement social, les syndicats, mais les citoyens, pour les informer du débat législatif, c'est-à-dire de la nature des lois qu'on est en train de travailler et de celles qu'on porte, mais en même temps pour les écouter et les associer. Parce que je pense qu'il faut que le mouvement aille dans tous les sens, et quelque part, la volonté de travailler ensemble, c'est la nôtre dans la campagne, avant la campagne et après la campagne électorale. Très bien. Merci bien. Voilà.